C'est un enjeu majeur pour les entreprises de propreté et ce, à plusieurs niveaux. Environnemental, réglementaire et économique. L'urgence climatique impose de poursuivre la réduction des émissions de CO2. Et c'est aussi un sujet important car il impacte directement les conditions de travail des salariés et qu'il fait de plus en plus partie des exigences des clients. Pour y répondre, les professionnels du secteur doivent mettre en place un projet de mobilité durable qui contribue également à leur performance globale. Comment optimiser l'usage des véhicules et mettre en place un plan de déplacement des salariés? Quelles énergies privilégier lors du renouvellement de la flotte? Comment favoriser les transports en commun et choisir des solutions alternatives? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce matin avec nos 4 invités. Autour de la table pour ce deuxième service live de l'année, Maud Herbreteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice QSE adjointe de la Pyrénéenne, une entreprise de propreté particulièrement spécialisée dans les transports. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Vous occupez le poste de chef de service adjoint transport et mobilité au sein de l'ADEME. Bonjour Momar Mbaye, vous dirigez le groupe CNF, éditeur de solutions logicielles. Et Guillaume Bourget, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des achats du groupe Atalian. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Antoine Dupont qui va nous expliquer dans les grandes lignes les contraintes qui existent pour les entreprises. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur et parler plutôt, pour démarrer, de l'échelle européenne. Donc, il y a une loi climat qui a été votée à l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne, qui fixe donc l'objectif de neutralité carbone en 2050 avec 2 étapes intermédiaires. Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 55% par rapport à 1990 en 2030 et moins 90% en 2040. La France a décliné cet objectif via une stratégie pour atteindre cet objectif, la stratégie nationale bas carbone. Si on parle de mobilité en France, le secteur des transports est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. On est à peu près un tiers des émissions françaises qui sont liées au transport. On voit que c'est un énorme bloc et que c'est donc un levier majeur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. On est aujourd'hui face à un peu un mur. Parce que d'ici à 2030, si on colle à la stratégie française, on doit réduire encore de 30% les émissions de transport, donc entre aujourd'hui 2025, quasiment 2026 par rapport à 90, d'ici 5 ans. Et le rythme de réduction en 2024, c'était moins 0,7%. On voit qu'on a un effort absolument fort et important, et nécessaire de fait, à faire sur les émissions de CO2 de transport. Si on regarde un petit peu plus en détail, un peu plus de la moitié des émissions sont liées à la voiture en France. Donc on voit que c'est le gros levier, ça reste la voiture. À peu près 53% des émissions françaises transport sont liées à la voiture individuelle. Et les entreprises ont un rôle majeur à jouer, puisque le motif de déplacement pour raison professionnelle, domicile-travail notamment, est le premier motif de déplacement en France. Donc, on voit que les entreprises ont un rôle à jouer d'accompagnement des salariés sur leur mobilité. Cette mobilité elle peut être dans le cadre de déplacement domicile-travail, mais aussi intersites, etc., etc. Donc il y a des obligations réglementaires. Alors, on parle de contraintes, j'aime pas trop ce mot, parce que par rapport à ce que j'ai dit avant, on voit bien qu'il y a une nécessité et les entreprises ont un rôle à jouer. Et je pense que c'est aussi un levier de productivité, d'attractivité de l'emploi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas vraiment parler de contraintes, mais aussi d'opportunités. Et donc il y a par exemple les plans de mobilité employeurs. Donc le sujet de la mobilité est traité dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour les entreprises, dans le cadre du sujet qualité de vie au travail. Et s'il n'y a pas d'accord sur le sujet mobilité, il y a donc un plan de mobilité employeur qui doit être mis en place pour les entreprises dont les sites font plus de 50 salariés. Et donc dans le cadre de ces plans de mobilité, il y a 4 items. Il y a le constat, donc l'état actuel de mobilité des salariés. Il y a après les actions à mettre en œuvre, comment on les finance, ça c'est le 3e axe. Et le 4e, c'est le suivi. Il faut toujours suivre, monitorer les actions. Et le PDME, plan de mobilité employeur, il est transmis aux AOM, donc les autorités organisatrices de mobilité compétentes. Donc ça, c'est un levier. Il y a aussi d'autres leviers sur les flottes d'entreprises, je pense qu'on en reparlera après. Il y a aussi des obligations liées à l'installation de bornes de recharge électrique pour les parkings de plus de 20 places. Donc voilà, on voit qu'il y a tout un écosystème réglementaire. Et alors, une précision peut-être,
Ça concerne donc, on reprécise, le plan de mobilité employeur, les sites où se trouvent 50 salariés Voilà. en même temps. C'est-à-dire que, moi je pense aux entreprises de services, aux entreprises de propreté, bien sûr. Il faut qu'il y ait 50 salariés sur un site. Rattachés au site. Rattachés au site, après, donc ça peut être une agence. Voilà, donc nous on a entreprise, à l'ADEME pour nos auditeurs et auditrices, on a une boîte à outils sur le site de l'ADEME, dans la librairie de l'ADEME sur les PDME où on explique tout ça. On a plein de ressources à l'Agence de la transition écologique pour accompagner les entreprises et on a aussi des directions régionales, on a des référents entreprises qui peuvent accompagner aussi les acteurs économiques sur ces sujets. Je vais passer la parole aux entreprises de propreté. Maud Herbretot, vous en êtes toute cette démarche de mobilité au sein de la Pyrénéenne? Donc nous, on a déjà lancé nos plans de mobilité il y a déjà plus d'1 an sur l'ensemble de nos sites, de par le côté réglementaire et puis les enjeux actuels qu'on connaît tous. Donc on est vraiment dans cette phase de déployer les actions sur nos sites, en lien avec les salariés, actions au niveau de notre siège aussi, de notre direction générale. Parce qu'on le voit, en tout cas, je pense qu'on peut être d'accord sur ça, c'est une forte demande aussi des clients, parce qu'ils ont de forts objectifs, des ambitions. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu un enjeu majeur de pouvoir travailler sur ces sujets de la mobilité. Et comment ça s'organise en interne? Peut-être un petit mot là-dessus, c'est intéressant. Qui porte le projet? Comment il est déployé sur le terrain? Ça a été porté au niveau de la direction QSE et la direction générale. Et après, c'est déployé directement donc, sur les sites par le service QSE, l'exploitation et les encadrants de proximité. Combien de salariés vous avez à la Pyrénéenne? Presque, au total, sur tout le groupe, presque 3000. Donc il faut quand même une équipe, j'imagine. Oui. Puis maintenant, il y a beaucoup d'outils aussi qui nous aident à pouvoir développer ces plans de mobilité. Et parce que vous dites, c'est vrai, on s'est aidé de ces outils parce qu'on a fait le choix, nous, de travailler en interne. Mais aussi, on s'est aidé avec le site internet du Monde de la Propreté qui a beaucoup aussi d'éléments qui peuvent nous aider pour monter ces projets-là. Parce que c'est important, un plan de mobilité, ça se monte sur du long terme. Il y a vraiment toute cette phase de diagnostic et puis d'action à déployer. Donc c'est important de prendre en compte aussi la localisation des sites. Parce que selon si nos sites sont placés en Île-de-France ou hors Île-de-France, les actions qu'on va déployer ne vont pas être les mêmes. Et pour Atalian, donc, Guillaume Bourget, si vous pouvez nous en parler, c'est un groupe quand même d'une taille conséquente. Comment on fait? Comment on démarre cette démarche de mobilité? Effectivement, pour nous, la mobilité est un enjeu majeur dans le cadre de la transformation du groupe qui est en train de s'opérer. Le renouvellement de la flotte en fait partie. On négocie avec des partenaires pour pouvoir justement mettre à disposition des véhicules qui soient beaucoup plus verts, beaucoup plus durables. Donc on parle de verdissement de la flotte avec des objectifs qui sont très challenging. Alors vous l'avez dit, ça peut être perçu comme une contrainte. Évidemment, dans chaque contrainte, on peut déceler des opportunités. Et en particulier, celle que vous avez citée, Maud, concernant nos clients, qui sont de plus en plus demandeurs d'actions fortes et visibles sur ces aspects-là. Momar Mbaye, vous connaissez bien les entreprises de propreté. Est-ce que vos clients vous en parlent, la mobilité? Quelles sont leurs demandes? Nos clients nous en parlent effectivement parce que nous, étant au cœur du système d'information, on a la localisation des salariés, on a la localisation des sites. Donc forcément, on se doit de fournir des outils pour les aider à mieux optimiser les déplacements pour leurs salariés. Donc à travers notamment l'intégration d'outils tels que Google Maps directement dans la solution. Et puis après, avec la possibilité de transmettre directement sur le terrain les meilleurs moyens d'accéder au site pour les agents. Et c'est intégré du coup dans la solution, c'est tout en un, ça leur évite de faire appel peut-être à d'autres outils. C'est important aussi la facilité d'accès. Facilité d'accès, effectivement. L'idée, c'est pas que l'opérateur ait à sortir du logiciel et qu'il aille, comme il le fait parfois, on l'a vu sur Google Maps ou Waze pour optimiser les tournées. L'idée, c'est de le faire directement dans l'outil, tout en un. Parce qu'une fois de plus, à partir du moment où j'ai les adresses des salariés, les adresses des sites, je peux et je dois être en mesure de fournir un maximum d'aide et de soutien. Donc on a fait le choix d'intégrer, nous, Google Maps dans l'outil, qui a un certain coût d'ailleurs, parce que Google Maps, il change de politique souvent par rapport aux tarifs. Mais aujourd'hui, ça en vaut le coup par rapport aux gains très importants qu'on peut voir dans l'utilisation des tournées. C'est une évolution qui a été demandée par vos clients ou comment ça s'est passé? Oui, effectivement. Nous, on avait déjà intégré Google Maps par rapport à d'autres secteurs d'activité, notamment les services à la personne, où là-bas, c'est beaucoup plus réglementé sur tout ce qui est intervacation. Donc, sur la propreté, on a bénéficié du savoir-faire qu'on a mis aussi pour ce secteur-là,
pour la propreté également. Donc aujourd'hui, on est capable de voir au quotidien le nombre de kilomètres faits, que ce soit en voiture, à vélo ou en transport, par chacun des salariés de l'entreprise. Une fois ce constat réalisé sur effectivement des fortes exigences des clients, des aspects réglementaires, des opportunités, comme dirait Antoine Dupont, comment on construit la démarche? Je vais repasser la parole à Maud Herbreteau. En interne, vous avez décidé de le faire, vous n'avez pas fait appel à un consultant extérieur. Comment ça se passe pour construire vraiment cette démarche? Par quoi on commence? Ça a été un peu énoncé juste avant, mais ça commence par une étape importante qui va être la partie diagnostic, en fait, connaître les déplacements des salariés domicile-travail, donc les types de mobilité, faire un recensement des infrastructures qui sont disponibles autour des sites aussi, parce que ça va avoir un impact sur les actions qu'on va mener. Comme je l'ai dit, c'est vrai que les actions qui vont être menées d'un site à un autre vont être différentes en fonction de leur localisation. Donc c'est important de prendre en compte les infrastructures qui sont disponibles parce que les actions qui vont être menées, il ne faut pas que ça déroge à la sécurité. C'est-à-dire que si on va proposer de pouvoir passer à du transport en commun pour les salariés ou de la mobilité douce, que ce soit à vélo, trottinette ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait les infrastructures disponibles autour des sites pour que les agents puissent venir en sécurité. À la suite de cette partie diagnostic, recensement des infrastructures, on passe à l'étape qui va être l'étape aussi importante du plan d'action et du déploiement des actions qui vont être menées sur les sites, des actions qui vont être des actions de sensibilisation. Et cette phase de sensibilisation, elle intervient aussi dès le lancement du projet, parce qu'il faut bien sûr sensibiliser les équipes sur ce projet-là, les informer. Parce que c'est important qu'ils puissent comprendre aussi le projet, parce qu'ils vont devoir être intégrés totalement à ce projet dans cette partie diagnostique. Quand on va leur demander leur type de mobilité, il faut qu'ils puissent comprendre l'objectif, le pourquoi, parce que c'est assez intrusif aussi comme question. Donc cette part de sensibilisation, d'explication au niveau des salariés est importante. Le diagnostic et la partie déploiement des actions. Et puis il y a des actions qui vont être aussi déployées avec les clients directement sur les sites. Alors concrètement, comment on communique auprès de ces salariés sur cette question ? Directement sur le terrain, par le biais de communication en direct, au niveau aussi des CSE, c'est important de communiquer sur ce projet, et puis tout simplement de la communication au quotidien. Et comment ils ont reçu ces différentes demandes? Est-ce qu'ils sont sensibles à cette question de la mobilité? Oui, ils sont quand même sensibles parce que on voit que ce soit en Île-de-France ou hors Île-de-France, les temps de trajet sont conséquents. Voilà, côté économique aussi, on peut voir qu'il y a un impact qui peut être positif à passer à du transport en commun. Donc ils y voient aussi un intérêt et en tout cas les retours étaient assez positifs et les salariés se sont totalement intégrés à cette démarche. Vous avez aussi fait comme première action d'intégrer la question de la mobilité dès l'accueil des salariés. Comment ça se passe ? Oui, quand on va accueillir un salarié, c'est vrai qu'on a intégré cette partie environnement, donc quand on va parler des éco-gestes au quotidien et de toute cette part environnementale, et on a intégré la mobilité. Dès le début, on a expliqué, voilà, on a communiqué sur les infrastructures qui étaient disponibles autour de nos sites, on a parlé de ce projet-là pour connaître aussi leur type de mobilité et mettre à jour en continu notre diagnostic. Pour Atalian, Guillaume Bourget, il faut construire la démarche de manière progressive. À quoi vous vous êtes attelé en premier finalement ? Alors évidemment, c'est bien de le rappeler que ça va être progressif, parce qu'on ne peut pas changer toute sa flotte du jour au lendemain. Chez nous, on a un peu plus de 3600 véhicules à la route. Et on a une stratégie de renouvellement qui, comme je le disais précédemment, vise à la verdir le plus possible, le plus rapidement possible. Pour ça, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on embarque avec nous l'ensemble des équipes, et en particulier les CSE, pour qu'ils puissent être sensibilisés à la démarche, qu'ils la comprennent et qu'ils y adhèrent. Et autant on peut recevoir des avis très positifs et encourageants, autant on ressent quand même pas mal de craintes, de questionnements sur les évolutions qui sont à venir, et plus particulièrement sur les nouveaux outils de gestion de flotte qui peuvent apparaître, comme la télématique, où pour nous c'est un élément évident d'amélioration de l'impact RSE, puisqu'on va pouvoir collecter tout un tas de données qui nous permettent de mieux maîtriser sa flotte, ses aléas, et donc d'aller proposer des axes d'amélioration. Aussi bien, ça peut être interprété comme un moyen de flicage qui pourrait stresser davantage le salarié. Alors comment on fait, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur la partie télématique, comment on fait pour communiquer, pour rassurer, quelle pédagogie employer auprès des collaborateurs ? Donc on a plusieurs canaux de communication. Déjà le premier au travers de notre feuille de route Impact, qui est en fait la stratégie RSE du groupe Atalian.
donc, dans laquelle on s'inscrit pour pouvoir réduire notre empreinte carbone de plus de 50% à horizon 2030. On a évidemment consulté l'ensemble des CSE du groupe Atalian pour présenter ce fameux projet de télématique et d'autres moyens de communication plus habituels comme les communications mail ou autres qu'on utilise chez nous. Quelles sont les équipes qui portent le projet et qui accompagnent son déploiement sur le territoire? Parce que c'est quand même énorme, Atalian. Mais... Alors effectivement, en France, on a un peu plus de 45 000 personnes, une centaine d'agences. Et donc on a la chance d'avoir une direction générale qui est très embarquée dans la démarche et qui nous soutient. Donc ça nous ouvre quand même beaucoup de portes. Après, ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir des disparités d'une région à une autre. Et donc les personnes les plus sollicitées vont être donc, les patrons locaux, ce qu'on appelle des directeurs régionaux, et évidemment mes responsables de flotte auto, les gestionnaires, et l'équipe RSE que je citais tout à l'heure. Alors Momar, je voudrais vous donner la parole pour que vous nous expliquiez le rôle des outils digitaux finalement dans la construction d'une telle démarche. Comment les entreprises de propreté peuvent se faciliter les choses finalement pour ne serait-ce qu'établir le diagnostic de départ. Aujourd'hui, l'idée c'est de ne pas être à l'aveugle lorsque j'ouvre un nouveau site ou lorsque j'embauche un salarié. Il faut que j'ai la possibilité de voir assez rapidement si j'embauche un salarié, quels sont les sites autour de son lieu d'habitation. Et de la même manière, si à partir d'un site, quels sont les salariés qui habitent autour du site. Et donc, ça demande de réoptimiser normalement, si on veut bien faire les choses, de réoptimiser régulièrement et de faire des déplacements de salariés. Ça, c'est la meilleure manière de le faire. Donc, pour ça, il faudrait déjà que j'ai la visibilité. Après, que je le fasse ou pas, ça, c'est un deuxième sujet, j'ai envie de dire. Mais au moins, j'ai la visibilité de me dire, OK, sur ce site-là, j'ouvre un nouveau site, j'ai un nouveau site que j'ai récupéré. Quels sont les salariés qui habitent dans un rayon de X kilomètres par rapport au site d'intervention. Ça, aujourd'hui, avec des outils comme Project Lean, on est capable effectivement de le voir. Donc, ça, c'est le premier sujet. Et derrière, les intervacations, le temps de trajet entre sites, parce qu'il n'y a pas que le domicile, il n'y a pas que le trajet domicile, premier site d'intervention, parce qu'évidemment, un agent va faire plusieurs sites dans la journée. Donc là où d'ailleurs il y a le plus souvent de sujets, c'est sur l'intervacation. Ce n'est pas souvent le trajet domicile, premier site. Derrière, c'est l'intervacation. Et le deuxième sujet, ça va être le temps d'arrêt, on va dire, entre deux sites. Aujourd'hui, on peut travailler sur un site de 7h à 9h et recommencer sur un nouveau site à 16h. Qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Est-ce que je rentre au domicile? Est-ce que je reste sur site? Est-ce que je n'ai pas d'autres sites à faire entre deux? Donc aujourd'hui, si on n'a pas d'outils digitaux, c'est compliqué à optimiser. Donc concrètement, à partir de quelles données se base le système pour avoir cette visibilité? C'est les données RH, c'est le contrat? C'est les données salariées, effectivement, ce qui vont être à la fois la localisation, les données contractuelles. Aujourd'hui, est-ce que c'est un salarié qui a déjà un contrat plein? Est-ce qu'il faut lui faire un avenant derrière pour lui mettre un nouveau site? Ça se base sur les secteurs géographiques d'intervention. Aujourd'hui, on peut être capable de localiser les salariés sur X secteurs géographiques d'intervention pour les rechercher au plus vite. Ça va se baser du coup évidemment sur les sites, mais sur les salariés, ça aussi les compétences. Parce que sur certains sites, il faut certaines compétences. On ne peut pas envoyer n'importe quel salarié. Donc, on voit bien qu'il y a X critères avant de pouvoir dire que je vais mettre tel salarié sur tel site. Il faut que je sois capable de prendre en considération tous ces multicritères et de faire des recherches multicritères. Mais aujourd'hui, sans outils, je pense que le cerveau humain, ça peut être compliqué pour lui de faire ce genre d'opération. Donc ça va aller sur tout ça, et donc évidemment le lieu du site, les heures du site, est-ce que le site est flexible ou pas? Parce que des fois, un site peut demander une intervention à une certaine heure, mais peut-être qu'à 1 heure avant ou 1 heure après, j'ai un salarié que je peux mettre si je déplace un autre chantier. Donc les outils doivent permettre de voir ça visuellement, et ça doit être un outil d'aide à la décision, comme on dit. L'outil digital, il peut aussi aider les entreprises de propreté à mieux communiquer avec leurs salariés? Il peut effectivement, parce qu'aujourd'hui, les salariés, on voit de plus en plus, ont des outils mobiles qu'on leur met en main, dans leur poche. Donc à partir du moment où le salarié a en main, que ce soit un planning sur son mobile ou autre, on est capable aussi de communiquer avec lui en temps réel sur n'importe quel type d'information. Voilà. Et on leur donne aussi l'info de l'accès au site. Aujourd'hui, il faut être capable de lui dire par quelle ligne de métro il doit passer si c'est sur Paris ou autre. On a ces informations-là, donc il faut lui transmettre de la manière la plus simple possible pour qu'il n'ait pas à réfléchir et qu'il optimise aussi son temps de trajet pour se rendre sur le site.
Alors, petite précision aussi par rapport aux outils mis à disposition par le monde de la propreté. Maud Herbreton en parlait tout à l'heure. Sur leur site, ils ont tout un accompagnement en matière de mobilité avec une formation en 5 étapes et des fiches outils. Ça tient aussi à cœur à la FEP et au Phare Propreté d'accompagner les entreprises dans ce domaine-là qui est quand même un enjeu d'importance. Alors, avant... Peut-être rajouter un élément là-dessus. Se déplacer, c'est une compétence. Et c'est une véritable compétence, surtout quand on parle d'outils numériques, de multimodalité. Et donc, il est extrêmement important de donner la capacité aux salariés de se déplacer avec les bons outils et la bonne formation. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas inné de se déplacer dans un environnement urbain, c'est très compliqué. Il peut y avoir des barrières numériques, il peut y avoir des barrières aussi d'écriture ou de lecture. Et donc, c'est extrêmement important d'accompagner, je pense, les salariés au mieux à se saisir de ce sujet de la mobilité. Alors, puisque vous avez la parole, Antoine Dupont, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments chiffrés, justement, sur les déplacements des Français? Il y a des chiffres qui existent. Alors, on est dans une tendance globale d'accélération de la mobilité. C'est-à-dire que les gens se déplacent, les Français se déplacent de plus en plus. Si on prend, si on regarde dans le miroir, enfin plutôt dans le rétro, le coût de la mobilité a diminué. C'est-à-dire que la mobilité coûte cher, mais elle a moins augmenté que les revenus. Et on est dans une tendance aussi où il y a un éloignement des bassins de vie, de l'emploi, etc. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en général, on dédie à peu près le même temps dans une journée pour se déplacer, mais on va plus loin. Et donc, pour vous donner un chiffre, c'est qu'on a dépassé les 1000 milliards de kilomètres voyageurs en France. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc on voit bien qu'on est un peu dans un paradoxe où on doit réduire nos émissions, mais en même temps, on continue à se déplacer de plus en plus. Je le disais tout à l'heure, le motif du déplacement premier, ça reste le travail. Ça reste le travail, et c'est un déplacement qui se fait majoritairement en voiture pour les 3/4 des déplacements domicile-travail. La moitié dans les centres urbains denses et quasiment 90% dans les centres en ruralité. Et c'est souvent dans ces milieux-là aussi, on n'a pas d'alternative en fait. Et donc, c'est un déplacement qui est contraint. Et donc, c'est pour ça que des outils, par exemple comme le leasing social, qui sont un outil qui permet à des personnes à revenus limités, gros rouleurs, d'acquérir un véhicule électrique. C'est un dispositif qu'opère l'ADEME pour le compte de l'État. C'est un dispositif qui est pertinent. Donc je le disais, premier motif de déplacement, majoritairement automobile. Et en plus de ça, c'est un déplacement qui se fait souvent seul dans sa voiture. 9 déplacements sur 10 en France pour des raisons de travail se font seuls dans la voiture. Et on voit bien qu'on est dans des voitures de taille imposante, qui font plus d'une tonne 2, une tonne 3, voire plus sur des véhicules électriques. Donc on voit l'inefficience du système. Donc c'est là qu'on en vient à des sujets comme le covoiturage, donc la mutualisation. Parce qu'en fait, il y a 3 manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre transport. Le premier, et Momar en parlait indirectement, c'est réduire les distances. C'est-à-dire quand on peut réduire les distances, c'est le meilleur levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième levier, si on ne peut pas réduire les distances, c'est de changer de mode de transport, donc passer de la voiture au transport en commun ou au vélo quand on peut sur des distances limitées. Et le troisième levier, c'est l'efficacité, donc c'est-à-dire on améliore l'efficacité du dispositif qui nous transporte, donc la voiture en l'occurrence, on en parle régulièrement. Quand on n'a pas le choix d'utiliser la voiture. J'en viens à ça. C'est là que c'est donc c'est pour ça que je parlais du leasing social. Déplacement contraint, longue distance, j'ai une voiture thermique, je la substitue pour une voiture électrique. Mutualisation, on en revient au point d'avant. Covoiturage. Donc on a sorti à l'ADEME il y a quelques semaines de ça une étude sur le covoiturage, alors notamment le covoiturage courte distance, parce que c'est là que c'est intéressant pour les employeurs. Et ce qu'on remarque, c'est que dans le courte distance, les 3/4 des déplacements, c'est pour le travail. En gros, c'est mutualisation salariée ou intersites, des zones d'activité. Donc, c'est un fort levier. Et dans ce qu'on a regardé, c'est s'ils n'avaient pas covoituré, qu'auraient fait les passagers et les conducteurs. Dans la majorité des cas, en fait, ils étaient en voiture dans tous les cas. Donc, soit le conducteur était seul, soit le passager, dans une majorité des cas, était aussi dans une voiture. Donc, on voit bien qu'il y a un report intéressant. Et nous, on a estimé dans le calcul que chaque déplacement covoituré en courte distance pour des raisons de travail permettait d'économiser quasiment 3 kg de CO2 par trajet. Donc on voit c'est un outil, un levier intéressant. Alors, levier qui est plus compliqué à mettre en place dans des zones peu denses, évidemment. C'est un outil aussi
où il faut accompagner les salariés. Les entreprises ont là un levier et un rôle important à jouer de mutualisation, de mise en réseau, etc. Et après, dans le covoiturage, tout n'est pas quantifiable parce que tout n'est pas intermédiaire. Il n'y a pas forcément une plateforme. Il y a aussi de l'informel. Il y a beaucoup de gens qui covoiturent pour des raisons différentes. Et donc, voilà, on ne peut pas tout passer par une plateforme. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut être pertinent pour les entreprises. Et là- Alors, pour les entreprises de propreté, Maud Herbretot, pour le covoiturage, vous avez mis en place certaines pratiques. Vous essayez de favoriser de quelle manière? Alors, c'est vrai que je rejoins ce que dit Antoine. En effet, faut vraiment prendre en compte la localisation des sites selon s'ils sont en milieu urbain ou en milieu rural, parce que les actions qui vont être menées vont vraiment pas être les mêmes. C'est vrai qu'on va pas proposer des transports en commun sur des zones où en effet il n'y a pas d'infrastructure disponible. Donc souvent, ce qui va être mis en place au niveau des agents, ça va être en effet du covoiturage. On le voit dans les diagnostics qui ont été faits que pour certains agents, c'est assez inné, entre guillemets, ils en font. Ils se mettent directement en relation entre eux et ils covoiturent pour n'importe quelle raison que ce soit, économique ou voilà. Et c'est vrai que ça fait partie des actions qui sont déployées. Après, nous, ce qu'on va faire, c'est de la communication sur ce point-là. Et ce qui est important à prendre en compte aussi, ça va être cette partie, en effet, cartographie et puis horaire de travail aussi entre les équipes pour pouvoir les mettre en relation pour la réalisation du covoiturage. Alors justement, comment ça peut impacter l'organisation, cet enjeu de mobilité? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à, Momar en parlait, à déplacer un salarié, mais aussi à réadapter des horaires? Bien sûr, c'est à réfléchir, ça fait partie des actions justement, et c'est important de pouvoir avoir cette partie de cartographie, ça fait partie du diagnostic aussi, cette cartographie, mettre en corrélation la localisation des sites, la localisation des agents, les horaires de travail, pour pouvoir travailler justement sur cette mobilité et mettre en place les actions qu'il faut. Et chez Atalian, alors, par rapport au covoiturage, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées, peut-être des initiatives locales? Exactement. On appelle ça le bon sens paysan. Et donc, effectivement, on n'a pas eu besoin d'attendre des stratégies bien construites pour constater que localement, on avait des agences ou des directeurs de région qui avaient mis en place des systèmes de navettes pour pouvoir emmener nos salariés sur des sites qui sont éloignés des transports en commun ou qui sont sur des sites qui sont tellement grands que de pouvoir les déposer à leur point de travail nécessitait effectivement la mise en œuvre de ce type de navette. Donc ça, c'est des choses qu'on a réussi à faire. Évidemment, ça contribue à la réduction des émissions de CO2, mais dans une moindre mesure, puisque vous avez bien compris qu'en gérant 3600 véhicules, ce n'est pas sur ces quelques initiatives locales qu'on arrivera à avoir un impact plus fort. Donc on travaille sur d'autres aspects. On a testé aussi les mobilités douces, vous en avez parlé tout à l'heure, donc on a mis à disposition des primes pour les vélos. On a sur certains chantiers utilisé des trottinettes. Et j'ai un exemple particulier où sur un chantier pendant les Jeux Olympiques de Paris, on travaillait sur le village et on avait une obligation d'avoir 80% de nos véhicules électriques. Et j'allais dire, grâce à cette organisation de bon sens, on a réussi, que ce soit donc, sur des golfettes, sur des véhicules utilitaires, sur des trottinettes, etc., à répondre à ces objectifs. Et c'est ce qui nous a permis de nous positionner, de remporter, de travailler correctement sur ce marché. Et c'est un exemple parmi d'autres, mais qui ponctuellement nous montre que ça fonctionne. Et pourquoi ça fonctionne? Aussi parce qu'on avait les infrastructures qui nous permettaient de le faire. Si aujourd'hui, on trouve qu'on n'est pas assez rapide dans cette transition, dans le verdissement de la flotte, c'est aussi parce qu'on a des barrières technologiques. On en parlait tout à l'heure, donc il y a effectivement la capacité des personnes à s'adapter à ces nouvelles technologies, mais il y a aussi la création de bornes, qu'elles soient chez nous ou chez les clients, pour lesquelles on a vraiment un besoin évident pour éviter de passer notre temps à recharger les véhicules. Alors, avant d'aborder ce sujet-là, je voulais qu'on revienne sur la partie vraiment gestion de flotte. C'est vraiment l'enjeu principal aujourd'hui pour Atalian. Comment ça s'organise? Quel est le plan de déploiement des actions? Donc c'est un plan qui se voit sur 4 ans. On a un peu plus de 3600 véhicules, donc ça veut dire qu'on va renouveler à peu près 1000 par an. Donc c'est généralement les durées de leasing, elles sont autour de 4 ans, ce qui va nous permettre de verdir notre flotte au fur et à mesure de ces renouvellements. Donc aujourd'hui, on a déjà un peu plus de 300-400 véhicules qui sont considérés comme véhicules à faible émission. L'objectif, c'est effectivement d'atteindre les 40% de renouvellement pour être conforme aux lois LOM. Et ça passe par une stratégie globale où déjà donc, sur les véhicules de fonction,
on va donner le choix aux salariés d'aller plus facilement vers de l'électrique, on va faire une premiumisation de nos véhicules, mais surtout on va contraindre en demandant une dérogation pour expliquer qu'on a besoin d'un véhicule thermique. Et alors ce qui est intéressant dans les choix que font nos salariés, ou en tout cas ceux qu'on a interrogés, c'était de dire le véhicule électrique c'est bien pour les petites distances. Et en fait, contrairement aux idées reçues, un véhicule électrique, il devient efficient quand on fait des longues distances. Et ça, d'un point de vue psychologique, c'est dur à encaisser, puisque on va se dire véhicule électrique égale peu d'autonomie, donc du stress, je vais passer mon temps à la station. Et finalement, quand on regarde dans les faits, il y a très peu de cas où le conducteur va rouler plus que 300 ou 400 km d'affilée. Il va systématiquement faire une pause entre les deux, et donc il aura le temps de se recharger. Alors ça pose la question des infrastructures. Je voulais donner la parole à Antoine Dupont par rapport à... Il y a des obligations aussi en matière d'installation de bornes électriques depuis assez récemment. Alors, on évoquait tout à l'heure l'obligation pour les parkings de plus de 20 places d'avoir à minima une borne de recharge pour 20 places. En France, on est à peu près à 180 000 bornes de recharge déployées. Ça fait à peu près 53 54 000 stations. Et donc ça fait plus de 20%. On a encore une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Donc on voit bien que ça va vite. Et donc on est en tout cas aux objectifs qui étaient fixés. Donc là-dessus, je pense que sur la recharge, la problématique elle va plus se poser pour la recharge à domicile quand on a un habitat collectif. Beaucoup plus dur d'installer parce qu'il faut passer par la copropriété. Quand on est dans des bailleurs sociaux, par exemple, c'est une complexité complémentaire. Donc pour moi, il y a peut-être un enjeu aussi, notamment dans le secteur des services où, sans avoir de chiffres, j'ai le sentiment qu'il y a plus de personnes qui habitent en habitat collectif qu'en habitat individuel aussi. Et donc là, il y a un enjeu pour moi de réassurance aussi sur la recharge. Néanmoins, et ça a été dit, les véhicules ont aujourd'hui très largement suffisamment d'autonomie pour la majorité des cas d'usage. Alors vous parliez de longue distance, parce qu'effectivement l'empreinte environnementale d'un véhicule, elle est supérieure à la production qu'un véhicule thermique, et c'est à mesure qu'on l'utilise que l'empreinte environnementale par rapport à un thermique est plus intéressante. À l'ADEME, on estime entre 2 et 3 fois moins d'empreinte environnementale pour un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique similaire. Et donc, on a un vrai enjeu de transition du parc. Alors, sur les longues distances, en fait, quand un professionnel, Atalian par exemple, a des véhicules, une fois que le leasing est fini, le véhicule il se retrouve sur le marché de l'occasion. Et donc, ce qui se passe, c'est que le marché aujourd'hui d'acquisition du véhicule en France, c'est pour les 3/4 de l'occasion. En fait, les Françaises et les Français achètent des véhicules quasiment pas neufs que sur le marché de l'occasion. Et le marché de l'occasion, c'était le marché du neuf il y a 3-4 ans. Parce que la majorité des acquisitions de véhicules neufs, c'est les entreprises qui le font. Donc elles ont un rôle à jouer. Si on veut avoir des véhicules électriques accessibles demain, il faut que les entreprises achètent des véhicules de taille modérée avec une empreinte environnementale faible, auquel cas on aura, dans 3-4 ans, un marché de l'occasion où les gens pourront acheter des véhicules électriques peu chers. Là, elles ont aussi des obligations en termes de renouvellement de la flotte. Oui, toutes les flottes de plus de 100 véhicules, Atalian par exemple 3600, sont soumises à des obligations d'acquisition minimum par an de véhicules électriques. Donc c'était 20% en 2025. 2030, on sera à 70% de nouveaux véhicules qui arrivent dans le parc qui doivent être zéro émission. Et donc c'est pas 70% de la flotte, c'est 70% des nouveaux véhicules dans la flotte qui doivent être à horizon en 2030 zéro émission. Alors il y a juste un point quand même de vigilance, c'est les véhicules hybrides rechargeables. Beaucoup d'entreprises ont fait le choix d'acquérir des véhicules hybrides rechargeables dont les émissions, c'est un rapport de la Commission européenne qui le dit, sont 3,5 fois supérieures dans la réalité de l'utilisation que l'homologation. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on utilise un véhicule rechargeable, on n'est pas beaucoup sur l'électrique, on est majoritairement sur du thermique, en fait. On utilise beaucoup le moteur thermique, peu le véhicule. On l'a constaté aussi dans notre flotte. Ouais. Et donc là-dessus, il y a un vrai enjeu. Et on a les contraintes des deux motorisations. Aujourd'hui, véhicule hybride rechargeable, on est au même niveau d'émissions et d'empreinte environnementale qu'un véhicule thermique. Il y a zéro gain environnementalement parlant, surtout qu'on est des véhicules très lourds, beaucoup plus chers. Et donc, moi, si j'avais un conseil, en tout cas un point de vigilance pour les entreprises, c'est passer directement à l'électrique. Ne prenez pas de véhicules hybrides rechargeables, ils sont plus chers, dont les gains environnementaux sont nuls et dont les critères d'utilisation de la très grande majorité des salariés
ne correspond pas à un véhicule hybride rechargeable. Un véhicule électrique suffit largement. Et c'est exactement le virage qu'on a pris dans notre politique de véhicules, puisqu'on a exclu dans les nouveaux véhicules tout ce qui est PHEV, donc les plug-in hybrides. Justement parce qu'on constate que la consommation est entre 5 et 10 fois plus élevée que ce qui est annoncé par les constructeurs. Ouais. Mais parce que les conditions d'utilisation ne sont pas non plus celles qui ont été utilisées dans les hypothèses des constructeurs. Exactement. Parce qu'on a beaucoup moins de capacité de recharge. Je trouve que les distances sont encore trop courtes. Vous l'avez dit, ce sont des véhicules qui sont lourds, donc qui naturellement vont consommer beaucoup plus. Et on a, peut-être pour finir là-dessus, j'ai commencé mes propos en disant tout à l'heure, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité, etc. Si on regarde les véhicules électriques, aujourd'hui, on est sur des TCO, donc des coûts de détention, si on met entre l'achat, l'amortissement, enfin voilà, total cost of ownership, donc le coût total de possession. Entre l'électrique et le thermique, on est au même niveau quasiment aujourd'hui. Les dernières études qui sortent de grands leasers français montrent qu'on est au même niveau. Et aujourd'hui, dans quelques années, ce sera l'électrique qui sera inférieur en coût de possession que le véhicule thermique. Donc là, sur les gains économiques, on y est. Et donc c'est pour ça que parfois il faut aussi le voir comme une opportunité pour réduire le coût. C'est effectivement une opportunité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à condition de rouler. Parce que contrairement aux idées reçues, j'insiste là-dessus, le véhicule électrique c'est bien, mais pas que pour les petites distances. Plus on va rouler, plus le véhicule aura une performance économique intéressante. Alors aujourd'hui, finalement, c'est les infrastructures qui sont de recharge qui sont là le plus compliquées à utiliser, enfin en tout cas, qu'il faut qu'il y en ait un certain nombre. Est-ce que l'outil digital Mombar & Buy peut aider pourquoi pas, on peut imaginer un guide, une carte avec les bornes de rechargement. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait imaginer, ou même des partenariats avec les sites qui repèrent les bornes de rechargement, ou même se dire, vu que j'ai le temps de trajet, vu que je sais en début de journée le trajet qui vont être faits par un salarié, on pourrait aussi rajouter les points et les endroits où il devrait recharger par rapport au site sur lequel il passera, bien sûr. Bien sûr. Donc, à partir du moment où l'outil est ouvert pour recevoir de l'information, effectivement, c'est ce genre de partenariat qu'on recherche aussi pour optimiser toujours mieux le travail du quotidien des agents du terrain. Maud Herbreteau, la Pyrénéenne, vous avez commencé à aborder cette question du renouvellement de flotte? Oui, bien sûr, ça fait partie de notre politique et par le biais du diagnostic qui a été fait et de notre bilan carbone, c'est une des actions principales aussi qu'on a. Donc, par rapport à ce qui a été dit, nous, on est en phase aussi, c'est-à-dire qu'on priorise la mise en place de véhicules électriques autant que possible et dès lors qu'il y a les infrastructures qui sont disponibles pour la recharge et on prend en compte bien sûr les déplacements et nos sites d'affectation. Mais on priorise bien sûr ça et donc dans le renouvellement, on a enlevé aussi toute cette part hybride et au fur et à mesure, c'est en priorité de l'électrique ou sinon du thermique. Alors on l'a dit, problème d'infrastructure, recharge. Les clients sont exigeants, les clients sont demandeurs, mais est-ce qu'ils jouent le jeu jusqu'au bout par rapport justement à ces questions de bornes de recharge électrique? C'est une excellente remarque puisque justement on en parlait avant avec Maud et on a déjà chez nous, si vous voulez, la difficulté à pouvoir implanter toutes les bornes au bon endroit dans nos propres agences. Quand on a des salariés qui vont systématiquement sur des sites clients qui sont peu ou pas équipés de bornes, forcément ça complexifie davantage les options de recharge. Et donc on va se retrouver à la station à attendre pendant 20-30 minutes. Et moi j'ai des patrons de région qui vont m'expliquer qu'ils ont autre chose à faire que de payer des heures sup à leurs salariés pour qu'ils aillent recharger leur véhicule. Donc là il y a un vrai message aussi de dire que dans toutes les exigences RSE qui sont déclinées dans les cahiers des charges et qui nous demandent de respecter, il y a un vrai besoin de mettre à disposition une petite partie de ces bornes-là pour qu'on puisse venir sur ces sites en limitant considérablement nos émissions carbone. Certains clients jouent le jeu quand même? Heureusement, on en a quelques-uns. Donc, je vous ai cité tout à l'heure l'exemple du village olympique. On avait des infrastructures qui permettaient de le faire. On a d'autres grands donneurs d'ordre dont je ne pourrais pas donner le nom ici, mais qui évidemment nous mettent à disposition ces bornes. Après, il est clair que quand ils doivent faire des priorités entre leurs propres salariés et des prestataires, on voit que régulièrement, on passe au deuxième rang. Il y a aussi la question des réseaux privés ou publics pour recharger les véhicules électriques. Comment vous vous êtes organisé sur ce point? C'est une problématique d'actualité puisqu'on est en plein appel d'offres justement pour trouver un partenaire, un ou des, mais j'espère le moins possible, de partenaires de recharge, donc qui nous permettent à la fois de nous recharger sur des bornes privées ou des bornes publiques. Certains d'entre eux proposent même l'installation de bornes à domicile, que ce soit dans des logements individuels ou collectifs. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions qui émergent. Le problème, c'est qu'il y en a trop
et qu'on s'y perd un peu. Donc on est en train de faire le tri justement dans tout ça. L'idée, c'est qu'on puisse aller se recharger partout où il y a des bornes et qu'on ne se retrouve pas à se demander mais quelle carte je vais utiliser et que le salarié se retrouve à utiliser sa propre carte bleue parce qu'il n'a pas d'autres moyens de paiement. Donc ça, c'est une étude qu'on est en train de faire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Maintenant, il faut qu'on trouve celle qui est la plus adaptée à nos besoins. Et ça, Antoine Dupont, l'État, à un moment donné, pourrait pas faire un peu le tri dans tout ça ou essayer d'uniformiser en tout cas? Alors c'est sûr que si on revient au constat que la mobilité, il y a un frein numérique, il y a un frein aussi peut-être psychologique au basculement à la mobilité électrique, c'est clair que si on a un système de recharge extrêmement complexe avec une multitude de comptes, etc., c'est un frein complémentaire. Donc il y a des solutions de mutualisation avec des cartes uniques, mais il y a aussi des problèmes de connexion parfois entre les bornes. Bon, je pense qu'on est sur un secteur qui va très vite, avec des acteurs qui émergent, français, européens, etc. On voit que, je disais, plus 20% au nombre de bornes en un an. Je pense que d'ici quelques années, ça sera derrière nous, ces problèmes-là. À mesure que c'est un usage aussi qui s'apprend. Et donc, on est sur un secteur innovant. Et donc, il faut aussi faire confiance aux innovations et aux acteurs pour se saisir du sujet. Et de toute façon, à un moment, prenez Atalian, s'il y a une solution qui ne marche pas, le marché ne sera pas remporté. Donc, à un moment, l'acteur économique qui fait une proposition va devoir aussi réfléchir à une modernisation de son offre pour pouvoir gagner des marchés. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous arrivez aussi à tirer des filières, à se moderniser, à avoir des solutions plus simples. La voiture électrique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, elle a déjà énormément évolué. Et donc voilà, je pense qu'il faut avoir en tête que ça va vite et que ces problèmes-là, à mon avis, seront derrière nous dans quelques années. L'État a des objectifs ambitieux de déploiement de bornes de recharge. Les objectifs sont tenus, c'est déjà une bonne chose. Après, elle ne peut pas aller jusqu'à, on va dire, s'initier dans le développement technique d'une solution. Ce n'est pas son rôle. Moderboto, on évoquait aussi ensemble le coût quand même et du renouvellement de la flotte et aussi potentiellement d'installation de bornes de recharge électrique. C'est quelque chose que vous étudiez, c'est dans les tuyaux? Oui, ça fait partie des réflexions qu'on a. En effet, c'est à prendre en compte. C'est un budget. Donc, dans les actions qui vont être menées, de faire évoluer notre flotte de véhicules pour passer à de l'électrique, on va prendre en compte aussi le fait maintenant de réfléchir aux besoins en termes de véhicules. Et peut-être à réfléchir sur avant, on mettait en place peut-être 5-6 véhicules, on va réfléchir d'une autre façon pour peut-être réduire le nombre de véhicules, mutualiser les véhicules et réduire cet achat et ces coûts-là pour investir dans des véhicules qui sont électriques. Et ça, l'optimisation des tournées, c'est un vrai sujet chez nous et on est persuadé que grâce à la télématique, on va réussir justement à mieux cartographier les déplacements pour pouvoir les réunir, éviter des kilomètres qui sont faits pour rien, avoir un mapping qui permette aussi de rapprocher du lieu de domicile et surtout éviter, j'allais dire, les parcours spaghetti qui vont même en plus générer du stress chez les employés. Donc normalement, grâce à cette donnée, on devrait considérablement améliorer les conditions de circulation de nos salariés. Totalement. Et les comportements de mobilité, pour finir là-dessus, les comportements de mobilité en entreprise influent sur les comportements de mobilité individuelle. Donc si on rentre dans une mobilité électrique par le biais de l'entreprise, ça peut aussi inciter dans sa vie personnelle, quand on a un choix à faire de mobilité, de plutôt basculer sur une mobilité électrique si on souhaite acquérir une voiture ou une voiture, ou aussi peut-être passer sur de l'intermodalité ou du transport en commun parce qu'on a eu l'occasion de le faire de manière, on va dire, sécurisée dans le cadre de son entreprise. Alors justement, comment on favorise les solutions alternatives à la voiture au sein de la Pyrénéenne? Vous y avez travaillé? Oui, ça passe par... alors, on l'a dit, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement. On ne va pas juste proposer cette possibilité de transport en commun sans accompagner, parce qu'il peut y avoir un blocage, en effet, avec aussi le côté numérique. On sait les applications qui nous permettent de nous aider dans nos déplacements, etc. Donc, nous, on va faire des animations pour expliquer l'utilisation aussi de ces applications-là, accompagner les salariés vers ce changement de mobilité.
liées au transport en commun, liées à de la mobilité douce. Et j'insiste, et je l'avais dit juste avant, en prenant en compte aussi les infrastructures qui sont disponibles, y compris les pistes cyclables. On ne va pas proposer des actions de mobilité douce sur un site à des salariés dont à proximité, il n'y a pas une piste cyclable qui est sécurisée, éclairée, et qui a toutes les conditions qui sont requises pour que le salarié vienne au travail en toute sécurité. Il ne faut pas augmenter le risque d'accident, quoi. C'est ça, on ne va pas que... réduire les émissions pour augmenter Ouais. le risque d'accident. Ce n'est pas l'objectif, loin de là. Donc ça passe par de l'accompagnement, par des fiches spécifiques de mobilité selon la localisation des salariés pour les aider dans ce changement de mobilité. Bien sûr, on n'impose rien, ce n'est pas le but, c'est vraiment de les accompagner, de communiquer sur ça, quitte à faire le trajet avec eux une première fois pour les aider à comprendre le trajet, à les aider sur cette mobilité. Est-ce que vous allez jusqu'à leur fournir des équipements de protection ? Oui, ça peut se faire quand on va inciter justement de la mobilité douce ou du vélo. On peut être amené à mettre en place des kits sécurité avec le casque, la pompe à vélo, le gilet. C'est des choses qui se mettent en place, ça fait partie des actions. Et au niveau donc du stationnement, finalement, parce que le vélo aussi, il faut le garer quelque part, il y a des actions qui ont été faites, notamment avec un de vos clients ? Oui, alors c'est des actions qui sont en cours et c'est vrai qu'on a quand même des clients qui sont investis aussi dans ces actions-là et dans cette mobilité. Et c'est vrai que si on va inciter peut-être des salariés à venir en mobilité douce, lorsque cela est possible, il faut qu'il y ait au niveau des sites des infrastructures disponibles aussi pour que les agents puissent mettre leur vélo, qu'il y ait un stationnement qui soit sécurisé aussi pour y mettre leur vélo. Et c'est des choses que les clients, on intègre les clients dans ces actions-là et on voit qu'il y a des évolutions. Et chez Atalian, est-ce qu'il y a également des évolutions sur cette question de la mobilité douce ? Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a effectivement mis à disposition sur certains sites des vélos. Quand on a des grands sites clients, donc là, typiquement, c'est beaucoup plus simple de se déplacer en vélo. Mais après, pour nos propres salariés, on a aussi donc, des encouragements à ce type de mobilité avec des primes pour notamment les vélos. On a mis en place aussi des systèmes de sécurité type anneaux dans les parkings des agences. Donc certains sont même recouverts d'un préau pour qu'on puisse éviter quand il pleut de se retrouver trempé. On a aussi des casiers qui permettent de se décharger de son casque, de son gilet, de son caouet tout mouillé quand effectivement les jours sont moins favorables. Donc ça, ce sont des initiatives qui ont été lancées chez nous, mais qui restent pour l'instant très limitées. C'est sûr que quand on a surtout quand on est en région, prendre un vélo pour faire 20 km alors qu'il n'y a pas de piste cyclable, ça commence à être compliqué. Donc en région parisienne, c'est plus simple. Et on a fait des actions comme ça, mais on ne peut pas le déployer partout de la même manière. Et entre les sites, éventuellement, ou pour les encadrants intermédiaires, on pourrait imaginer, dans certaines zones, évidemment urbaines ou périurbaines, d'utiliser des moyens de mobilité douce. Donc, quand ça le permet, effectivement, on a, alors c'est ce que je disais là par exemple, je reviens sur les Jeux Olympiques, mais on avait des déplacements en trottinette, ou des vélos électriques, des vélos cargo. Certains de nos fournisseurs étaient obligés de venir en vélo cargo pour pouvoir nous livrer, parce que sinon c'était des zones inaccessibles aux véhicules. Oui, oui. Et donc on a dû mettre en place toute une logistique particulière. Et on est assez fiers de ce qu'on a réussi à faire, nous et aussi donc, tous nos partenaires fournisseurs, pour pouvoir répondre à cette problématique. Malheureusement, c'était un événement un peu éphémère, mais qui nous a démontré qu'on est en capacité de le faire. Dans quelle mesure on pourra rendre ce type d'action durable ? Je ne sais pas vous répondre pour l'instant, mais c'est vrai qu'on arrive dans chaque contrainte à trouver des opportunités. Il est évident que c'était, j'allais dire, un événement très particulier, qu'on ne va pas retrouver ça dans l'ensemble de nos chantiers. Mais c'est des choses sur lesquelles maintenant on a appris, on sait faire. Vous avez expérimenté, donc pourquoi pas et on pourrait effectivement le déployer davantage. Oui. Déployer un autre moment. Alors, il n'y a pas que la voiture aussi, effectivement, comme mode de transport, on vient de le voir. Antoine Dupont, à l'ADEME, vous travaillez également sur des véhicules intermédiaires ? Alors, c'est effectivement un des projets qu'on porte. Le véhicule intermédiaire, pour que puisse comprendre ce que c'est, ce sont des véhicules qui se situent entre le vélo cargo et la voiture classique telle qu'on la connaît. Donc c'est par exemple un vélo, puisque vous en parliez Guillaume, un vélo cargo caréné avec une caisse derrière qui permet un emport de 150, 200 jusqu'à 300 kg par exemple.
Donc on voit bien, et c'est avec assistance électrique et pédalage, et c'est un vélo plus, ça va de ce type de véhicule-là jusqu'à des voitures aux vitesses limitées à 45 ou 90 km/h. Ce sont donc des véhicules à faible impact environnemental, parce que ce sont des véhicules très légers, d'une part, électriques d'autre part. Pourquoi cette filière est intéressante? À deux titres. Un, pour les raisons environnementales que j'ai évoquées, mais également économiques. Ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus économiques que des véhicules classiques, tout en répondant à des cas d'usage que des véhicules font classiques, mais pas de manière très efficiente. Et donc c'est aussi un gain économique pour les entreprises parce que les coûts de maintenance, les coûts d'acquisition sont plus faibles. L'Europe, la Commission européenne, est en train de travailler sur la création d'une catégorie spécifique pour ces véhicules-là, qui est donc une catégorie inférieure aux voitures, mais qui permettent de développer donc, des voitures plus légères, plus simples et qui répondent aux enjeux de mobilité. C'est le cas, ce type de catégorie existe au Japon, par exemple. Donc l'Europe commence à réfléchir à sa transposition, en tout cas une catégorie similaire en France. Et donc l'ADEME a opéré pour le compte de l'État un grand programme qui s'appelle l'Extrême Défi pour justement tirer la filière française. Et l'ADEME continue ses travaux sur le sujet. Et parce qu'on est avec des entreprises de services, je donnerai un exemple intéressant. C'est qu'il y a aussi, on parle de frein de mobilité, mais l'un des freins, c'est le permis de conduire. Le permis de conduire coûte cher. Beaucoup de gens n'ont pas le permis de conduire. Et donc, c'est aussi un frein pour l'accès à l'emploi. Et quand on fait, notamment dans les services à domicile, par exemple, nous, on a l'exemple de collectivités et d'entreprises qui utilisent des véhicules intermédiaires pour des trajets intersites professionnels ou domicile-travail, parce que ça permet de donner de l'attractivité pour des personnes qui n'ont pas le permis de conduire. Et ça a pu permettre à des personnes qui n'ont pas le permis de conduire de retrouver un emploi, de travailler dans des secteurs où c'est très tendu en emploi, où on n'arrive pas à recruter. Et donc c'est aussi un levier. Et on voit que là, la mobilité, elle est intéressante parce qu'on voit bien que c'est un critère fondamental d'accès à l'emploi ou de travail quand on est travailleur mobile. Et donc les véhicules intermédiaires sont des solutions pertinentes. Maud Herbauteau, vous rejoignez ce point de vue que ça peut aussi effectivement donner les moyens de se déplacer, attirer plus facilement, j'allais dire, des talents dans les métiers de la propreté? Totalement, je rejoins totalement les propos. C'est vrai qu'il existe d'autres alternatives. En effet, il y a beaucoup d'actions et il faut vraiment réfléchir à tout ce qui est possible de mettre en place et vraiment centrer les actions en fonction des priorités. Mais totalement, je rejoins. Ils y sont sensibles, aux salariés, quand vous proposez justement des alternatives pour se déplacer? Comment ils réagissent, mais en général? Ça dépend. On peut avoir des retours qui sont positifs. Parfois, on a des personnes qui ne souhaitent pas changer forcément de mobilité et qui resteront en voiture pour des raisons personnelles. Mais après, on le voit, ça dépend vraiment de la localisation des sites. Sur les sites qui vont être plutôt en Île-de-France, la majorité des salariés viennent en transport en commun. Parce que je pense que c'est beaucoup plus facile, de toute façon, de se déplacer sur la région parisienne en transport en commun. Et à contrario, hors Île-de-France, on voit que c'est l'inverse. Ils vont plutôt utiliser la voiture. Donc c'est vrai que les actions qui vont être déployées vont être différentes. Et oui, après, il y a plein d'alternatives possibles. Et les retours sont plutôt positifs pour la plupart. Et on a pu voir déjà des réussites sur des évolutions, sur des changements de mobilité. Les salariés chez Atalian, ils apprécient quand on s'occupe de leurs déplacements, quand on les accompagne. Quels sont leurs retours? Je vais en faire un constat à peu près similaire. Globalement, tout le monde a compris les enjeux et y adhère. Il y a évidemment un impact RSE qui est important. On a parlé de l'environnement, mais il y a aussi le social. Nous, effectivement, en tant qu'employeur de plus de 60 000 personnes, on a un rôle à jouer et qu'on met à disposition de nos salariés. Donc des outils comme la télématique que je citais tout à l'heure sont des outils évidents d'amélioration continue de la gestion de la flotte, du confort de nos salariés et de la prévention des risques. J'insiste sur ce dernier point puisque c'est aussi une des raisons majeures du développement, c'est que grâce à la remontée de données en instantané, je peux constater si un véhicule émet des risques particuliers, donc que ce soit au niveau des entretiens moteurs, que ce soit au niveau des voyants moteurs qui peuvent afficher des défauts, de la pression des pneus, de la consommation anormale, etc., etc. Et donc grâce à cette remontée de données, on va pouvoir traiter plus efficacement les problématiques et donc mettre en sécurité nos personnes. Donc évidemment, il y a des bénéfices,
Évidemment, il y a des craintes associées à ça, puisque quand il y a beaucoup de données, tout le monde se pose la question de savoir mais qu'est-ce que vous allez en faire? Au même titre que quand on a un téléphone dans la poche, on se demande ce qu'il fait de tout ce qu'il collecte sur nos activités. On pense que nos téléphones nous écoutent. Bon, moi j'ai autre chose à faire que d'écouter les gens dans leur voiture. Et de toute façon, la thématique ne permet pas ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que grâce à cette étude et cette analyse, on va progresser tous ensemble et pour le bénéfice de tout le monde. Alors, le déploiement justement du projet télématique, il en est où chez Atalian? Donc on est en pleine consultation des IRP. Donc on a informé des objectifs, des enjeux. Il est assez bien accueilli et notre ambition, c'est d'être capable de le déployer sur 12 à 18 mois pour l'ensemble de la flotte. Donc ça veut dire qu'on a pris la décision avec le comité de direction de ne pas se limiter uniquement au renouvellement des véhicules, mais bien de prendre en compte l'ensemble de la flotte actuelle pour pouvoir accélérer justement cette mise sous contrôle de la flotte. Donc ça permettra de détecter des conduites à risque, des consommations anormales. Exactement. Ce genre de choses. Donc consommation anormale, prévention des risques, casse moteur, ce que je disais tout à l'heure, d'optimiser les tournées, de pouvoir identifier dans le cas où on a des véhicules qui font des tournées similaires, ou en tout cas des trajets similaires, de voir s'il est possible de les réunir, à défaut de faire du covoiturage, mais en tout cas d'embarquer les mêmes équipes dans des véhicules différents, d'adapter aussi le type de véhicule, d'identifier plus facilement quels sont les véhicules qui peuvent être transférés vers de l'électrique et ceux qui ne peuvent pas. Donc pour nous, vraiment, il y a énormément de bénéfices à le mettre en œuvre, puisque ça va contribuer très largement à notre roadmap RSE. Momar, Mbaye, les outils de gestion de flotte, ça peut permettre de récupérer des données. Quels sont les enjeux autour de ce type de solution? Oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux, on va dire, d'utilisation de flotte. Il y a la gestion de flotte un peu simple, on va dire, pour suivre les affectations de véhicules. Et d'avoir des alertes, au moins les alertes minimales nécessaires pour l'entreprise de propreté. Après, il y a des logiciels beaucoup plus poussés dédiés qui effectivement apprennent à nous remonter des informations sur les index compteurs précis, les modes de conduite des salariés, etc., qui sont beaucoup plus précis. Et c'est une data, effectivement, mais qu'il faut faire aussi communiquer et qu'il faut analyser avec l'ensemble du reste de la data. Et là, on en revient toujours au sujet de data, effectivement, de se dire il y a beaucoup de données qui remontent de partout, de plein d'outils différents. Il faut qu'à un moment, soit concentré et que cette data soit analysée. C'est là où l'IA va venir aider, effectivement, pour mettre en corrélation la donnée qui provient de l'éditeur de gestion de flotte, du planning, des contrats, et tout ça, et de faire parler la data directement, quoi. Sur l'affectation des agents, effectivement, il faut quand même un nombre de données conséquent sur le nombre d'heures qu'ils ont déjà fait, quelles missions ils peuvent assurer, où ils habitent, où ils travaillent déjà, est-ce qu'ils pourraient intervenir en cas d'absence d'un autre salarié. Ça, c'est vrai que faire communiquer toutes ces informations, c'est pas évident, comme vous le disiez tout à l'heure, pour un salarié. Non, c'est sûr. C'est là on parle de data, effectivement. Et la data nécessite... Enfin, la data ne peut être utilisée que si elle est analysable. C'est-à-dire qu'il faut abandonner les fichiers Excel, il faut abandonner pas mal Parce que tant qu'elle est papier, on ne peut pas la corréler avec d'autres informations. Donc la première étape, c'est effectivement de se dire comment cette donnée, d'une manière ou d'une autre, elle est digitalisée. C'est la condition sine qua non. La gestion des remplacements, effectivement, qui est au quotidien des entreprises de propreté. Aujourd'hui, tous les jours, les entreprises de propreté gèrent des absences, des maladies, voilà, donc c'est vraiment leur travail du quotidien. Comment aujourd'hui l'outil ou les outils télématiques vont aider à trouver le meilleur salarié pour venir faire la mission de remplacement, et qu'on n'envoie pas un salarié qui est à l'autre bout de Paris ou à l'autre bout de n'importe quelle ville de France pour venir faire la mission. Donc on doit être un outil d'aide à la décision. On doit au moins fournir les informations, puis après charge à la personne de décider. Alors, il y a aussi une organisation qui peut nous permettre, dans les entreprises de propreté, de réduire les déplacements inutiles. Donc, c'était quand même important qu'on en parle. Le travail en continu en journée, effectivement. Oui, bien sûr. Moderboto, c'est quelque chose que vous essayez de favoriser? Bien sûr, on le sait, le travail en continu pour éviter les ruptures, c'est-à-dire que l'agent potentiellement va rentrer chez lui pour manger, revenir, on en parlait au début, parce qu'il travaille en coupé. Et le travail en journée, on le sait, on a des salariés qui travaillent de nuit. Et de nuit, il n'y a pas tout ce qui va être transport en commun et ce qu'on peut mettre en place comme action en journée. Donc c'est vrai qu'on sait que ça fait partie des évolutions qu'il faut prendre en compte, ce travail en journée, ce travail en continu.
pour réduire les déplacements et pour optimiser l'usage des transports en commun. Il y a un sujet aussi peut-être qu'on pourrait aborder pour terminer cette émission, c'est le bilan carbone. Parce que finalement, on parle d'émissions de carbone depuis le début, mais il y a des bilans carbone qui sont faits par les clients, par les entreprises de propreté. Il faut des données également. Les outils digitaux sont là pour en apporter. Comment ça s'organise le bilan carbone pour la Pyrénéenne ? Donc nous, on a réalisé notre bilan carbone et ce qu'on peut voir dans les résultats, c'est que ce qui est majoritaire en termes d'émissions dans notre bilan carbone, et je pense que ça doit être peut-être le même pour Atalian, c'est la mobilité en fait. Dans cette scope 3, notre mobilité, c'est ce qui est le plus à émissions et c'est ce pourquoi on développe aussi les plans de mobilité parce que dans cette scope 3 où il va y avoir les déplacements domicile-travail, c'est notre point vraiment principal et ce pourquoi on va déployer nos actions. C'est majoritaire, hein, c'est en termes de pourcentage, cette scope 3, c'est peut-être 70% de notre bilan. Nous, c'est encore plus, effectivement, le scope 3, c'est plus de 80%, parmi lesquels on va retrouver donc les fameux trajets domicile-travail qui pèsent pour un tiers, et après on a tous nos fournisseurs qui viennent nous approvisionner en service, en matériel. Et après, sur le scope 1, qui va concerner nos propres véhicules en flotte, là, il n'y a pas d'autre choix que de travailler sur cette gestion pour pouvoir l'améliorer. Et les outils sont indispensables. Quand on gère des milliers de véhicules, il n'y a pas d'autre choix. Effectivement, même avec une tête bien faite, malheureusement, heureusement, le bon sens économique, ou bon sens paysan que je disais tout à l'heure, fonctionne puisque localement, on arrive à gérer des quantités qui sont inférieures. Néanmoins, à l'échelle d'un groupe, il est évident qu'on a besoin de se doter d'outils. C'est une demande forte, Momar Mbaye, justement, d'avoir des données pour le bilan carbone sur vos clients? Effectivement, on n'a pas le choix. Comme Maud et Guillaume viennent de le dire, la mobilité, ce sont vos agents qui se déplacent sur les sites. Donc forcément, aujourd'hui, nous, on doit être en mesure de fournir des outils d'aide pour savoir le nombre de missions effectuées par agent, le temps, que ce soit en temps ou en kilomètres d'intervacation fait entre chaque mission. Et ça, aujourd'hui, effectivement, en intégrant Google Maps directement au cœur de l'outil, on est capable de sortir ces informations et ces datas-là pour avoir de manière précise sur chacun des salariés le nombre de kilomètres et en temps de trajet effectué chaque jour pour se rendre sur les sites. Donc nous, c'est vraiment sur cette partie-là principalement qu'on va intervenir et aider à sortir de la donnée pour les agences de propreté. Alors une autre précision aussi sur les outils proposés par le monde de la propreté. Ils ont créé un outil qui s'appelle ITER Propreté, qui est développé avec les services de l'ADEME, justement pour connaître l'impact carbone des déplacements domicile-travail. Ils ont effectué ça sur la base de données fournies par les groupes du secteur, donc c'est toujours intéressant, je vous invite à aller voir. Cette émission touche à sa fin. Merci à nos intervenants et à notre partenaire. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous en 2026 pour un programme de 3 émissions tout au long de l'année.